Bonjour, je suis Gilles Toublot, directeur conseil chez FC2, et je vous souhaite la bienvenue dans ce How to Do consacré à la prise de parole. Pour motiver, rassurer, informer, bref, partager, la prise de parole est toujours déterminante, et ce, quelles que soient les circonstances. Elle peut bien sûr changer dans sa forme, on l'a vu récemment avec l'explosion des webinars pour pallier au manque de présentiel, mais on ne peut pas se passer d'elle. Un webinar, c'est quoi d'ailleurs? C'est la contraction entre web et séminaire. Séminaire en anglais. En d'autres termes, c'est une réunion ou une conférence en ligne et en direct. L'émergence de ce nouveau format de communication le prouve. La transmission des messages ne passera jamais de mode. Cesser de communiquer, c'est aux yeux du monde un peu cesser d'exister. Réussir sa prise de parole n'en reste pas moins difficile. Mais ça tombe bien, car chez FC2, PHB et Mondial Events, nous avons 25 ans d'expérience en la matière. Aujourd'hui, je serai accompagné de 2 des experts du groupe pour vous donner les clés d'une prise de parole réussie en 3 chapitres. Tout d'abord, comment prendre la parole? Vaste sujet qui nécessitera 2 parties, l'une sur l'orateur, l'autre sur son audience. Ensuite, nous verrons comment se préparer à la prise de parole et enfin, en dernier chapitre, quel support envisager en soutien à celle-ci. Grâce à l'interactivité, vous pourrez tout au long de cette émission nous communiquer vos remarques, vos questions, vos observations. Lucille Laurent, productrice de cette émission, recueillera vos commentaires et vos questions. Et nous y répondrons en direct à la fin de ce rendez-vous. Une dernière chose, toutes les mesures de distanciation ont été respectées au cours de ce tournage. Si, vous verrez. Allez, on y va. Chapitre 1. Pour cette première partie, je vous présente Caroline Ray, qui est coach en prise de parole, et Benjamin Perret, qui est storyteller. Nous, on se retrouve tout à l'heure et n'oubliez pas de commenter. Eh ben ok, on commence par quoi? On va commencer par le storytelling. Première étape, savoir ce que c'est. Tiens, toi, tu la connais la définition de Wikipédia du storytelling? Mais moi non plus, en fait. En même temps, c'est pas Spielberg non plus, Wikipédia. Le storytelling, c'est une méthode de communication utilisée, entre autres, dans le B2B, qui consiste à appliquer à la diffusion de son message la structure narrative d'un récit, type conte, scénario ou roman. Ouais, c'est aussi à peu près ce qui est écrit sur Wikipédia. J'ai pas cité les poésies ou les nouvelles parce qu'en matière de structure narrative, les nouvelles et les poésies, c'est un petit peu à part. Les nouvelles peuvent ne nécessiter aucune structure. Certaines nous tiennent en haleine, même écrites au fil de la plume. Quant aux poésies, elles incarnent à la fois la liberté et la rigueur la plus absolue. De vous à moi, ce qui les structure dépasse de loin le simple schéma narratif. Mais alors attends, ça veut dire que pour un roman ou pour un film, ça veut dire qu'il n'y aurait qu'une seule forme de structure narrative? On est pris au piège! En fait, oui et non. Disons qu'il y a une sorte de plan global, servant communément à structurer les récits longs, même s'il est ensuite exploité plus ou moins au pied de la lettre. Et pourquoi il y aurait un plan global? Depuis quand on fait plus ce qu'on veut? Ah mais le rôle de ce plan, c'est pas de nous contraindre, hein. C'est de nous aider à soulever et à maintenir l'intérêt de l'audience. Ah ouais? Et comment il fait ça, ce plan? Bah, en nous aidant à atteindre l'audience. Ah ouais? Et comment il fait ça, ce plan? En procurant des émotions à l'audience, en lui permettant de s'identifier à ceux qu'elle regarde, en provoquant son empathie, en sollicitant sa réflexion. Bref, ce plan global comprend donc 1. La situation initiale. Qui, où, quoi, comment? Le héros entre en scène dans un contexte donné. Dans l'univers du B2B, le héros, c'est la marque, c'est la société, c'est le groupe. On va passer là-dessus parce que c'est clair pour tout le monde en fait, je pense. 2. L'élément perturbateur. Et tout se passait tellement bien. Et pourtant... Votre défaite sera bientôt totale. Dark Vador, c'est une super belle problématique. Mais il y en a d'autres, y compris dans le B2B. Un changement, un objectif lointain, une transformation. Rien n'est jamais complètement rose de toute façon dans la vie, je vous l'apprends pas. Mais là, tant mieux! Parce que ce qui accrochera l'audience, ce sera justement, notamment, le besoin de savoir comment la problématique sera surmontée. Problématique et réponse aux problématiques sont intimement liées. Il ne faut pas décevoir l'audience. Vous vous souvenez, là, la fin de Lost, le gâchis total! Quoi qu'il en soit, et plus généralement dans le cadre du storytelling, il ne faut pas avoir peur des problématiques. Parce que sans elles, il n'y a pas de solution. C'est QFD. 3. Maintenant, les péripéties. En gros, c'est d'autres problématiques, parfois moins déterminantes, mais alors toujours nombreuses. L'empereur ne sera pas aussi indulgent que moi.
Plus la tâche est difficile, plus le mérite est grand. C'est tout l'intérêt des péripéties qui amplifient l'empathie du public en même temps qu'elles précisent, complexifient et donnent corps aux propos. Dans le cadre du B2B, ces péripéties représentent donc l'occasion d'éclairer une stratégie, de développer l'exposition de potentiels obstacles à un objectif, d'affirmer une détermination. Ouais, c'est pas mal. Bon, et puis en plus de ça, les péripéties permettent de ménager le suspense avant la résolution de la problématique principale. Parce que moi, franchement, s'il n'y a pas de suspense, eh ben, je préfère encore aller plier le linge. 4. L'élément de résolution. Le voilà. Alors on en a bavé, mais on se dirige doucement vers un nouvel équilibre. C'est la validation des efforts fournis, c'est la reconnaissance du savoir-faire, enfin bref, c'est la victoire. Et souvent, lorsque le storytelling est adapté au B2B, c'est la fameuse séquence de projection vers l'avenir collectif. Eh ben, je suis bien content parce que j'ai eu très peur avec tous ces problèmes. 5. Ah, enfin, la situation finale. Celle-ci est de nature variée, bah oui, parce qu'elle dépend de l'histoire qui lui a précédé. Mais son message en substance reste le même. C'était bien, mais tout a une fin. Sauf la banane, qui en a deux. Toute histoire, ou presque, considère cette structure et en reprend au moins certains éléments. Ça, oui. Ça, oui. Ça, eh ben oui. Ça, ah non, ça non. Bah non, ça non. Mais il buvait beaucoup, Bukowski. Et puis, c'était un génie, quand même. Le storytelling, c'est donc l'utilisation de cette structure à des fins de communication B2B ou B2C, et ce, afin de maximiser les chances d'atteindre le public. Le storytelling, c'est faire confiance à ce qui nous réunit tous, le divertissement né de l'histoire racontée, à laquelle on est tous sensibles, pour en avoir entendu depuis tout petit, dans l'objectif de l'établissement d'un contact fort entre soi et son audience. Mais alors attends, ça veut dire qu'on peut vraiment structurer une plénière, ou n'importe quel autre événement B2B d'ailleurs, comme un film d'action. Absolument. On vient de le voir avec Benjamin, la structure et le plan sont des éléments incontournables à la rédaction du contenu de votre prise de parole. Mais pour être impactant dès la première minute, il faut aussi trouver une accroche efficace et entrer tout de suite dans le vif du sujet. Je veux parler de télétravail par exemple, eh bien je le dis tout de suite. Et maintenant, parlons un peu de télétravail. Bien sûr, on contextualise pour éclairer le discours. Le télétravail est une activité professionnelle effectuée, au moins pour partie, à distance du site de l'employeur. Et il est aujourd'hui plus courant que jamais. Parce que ça devient tout de suite plus précis et plus clair, on soigne ces transitions, on reste simple dans l'expression. Le télétravail peut s'effectuer depuis le domicile, un télécentre, un bureau satellite, de manière nomade. Ok, on va faire plus simple, on va dire qu'on peut l'effectuer à peu près partout. On trouve une bonne conclusion, le télétravail, ça a du bon. Et on maintient tout le long la connexion avec l'audience. Donc si je résume, il vous faut d'abord écrire le plan de votre storytelling, trouver l'accroche la plus impactante et entrer dans le vif du sujet. Puis, contextualiser, bien soigner ses transitions, rester simple dans l'expression, trouver une bonne conclusion et surtout maintenir la connexion avec l'audience. Absolument, Caro. Il faut jamais oublier la présence de l'audience. Et du coup, on passe à la seconde partie du chapitre 1. Caro. Oui, Ben. Faudrait vraiment que je sache. Je t'écoute. Quand je prends la parole, Oui. ce qui compte le plus, c'est qui je suis moi ou à qui je m'adresse. Ce qui compte le plus, c'est le message, Benjamin. C'est le message. Oh, je le sentais qu'il y aurait un piège. Évidemment qu'il y a un piège. Tout le monde ne s'adresse pas à tout le monde de la même manière. Française, Français, il y a... Et au-delà de votre fonction, en fait, ce qui va définir la façon dont vous allez vous adresser à votre auditoire, c'est évidemment la nature de votre message. Tout est une question finalement de circonstances et de ce côté-là, il faut toujours faire du cas par cas. Bon du coup, c'est bon, on a fait le tour, là, tout est dit, fin de tournage. Pas du tout. En matière de prise de parole, il y a aussi des règles absolument immuables.
Règle numéro 1, dynamiser et synthétiser. C'est peut-être le plus important. Mettez-vous à la place de votre auditoire. On s'est tous ennuyés à l'écoute d'un discours. La première règle, lorsque l'on souhaite être entendu, c'est être dynamique. Et si l'on souhaite porter une parole impactante, alors il faut être synthétique. Règle numéro 2, répétez. Certains éléments de votre discours doivent impérativement être retenus. Alors, répétez-les, c'est aussi simple que ça. 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 Et tiens, au fait, Caro, Oui. je me demandais, vulgariser, c'est un gros mot? Oh non, pas du tout. C'est même notre règle numéro 3. Vulgariser n'est pas un gros mot, bien au contraire. Faites simple, soyez accessible dans vos idées comme dans votre vocabulaire. Et rendez du même coup votre discours plus accessible. En leur permettant de vous comprendre, vous enrichirez et valoriserez ceux qui vous écoutent. Souvenez-vous, communiquer, c'est partager. Il n'y a pas de partage sans langage commun. Règle numéro 4, parler de soi. Mais oui, parlez de vous. Le langage ne se résume pas à l'ensemble de ce que vous avez en commun avec votre auditoire. Très loin de là. Vous avez en commun, avant tout, votre humanité et votre individualité. Alors, donnez des exemples concrets. Appuyez-vous sur du vécu. Permettez à votre public de s'identifier à vous, voire de ressentir une certaine connivence avec vous. Ah, et l'humour, ça c'est notre 5e point. N'ayez pas peur d'avoir recours à l'humour. Qu'est-ce que vous risquez au pire? D'avoir l'air sympa. En plus de ça, le rire, c'est un phénomène empathique. Ça signifie qu'il est terriblement communicatif. Le rire, comme le bâillement, se répand presque par mimétisme, de façon quasiment contagieuse. Alors, quitte à déclencher parmi votre public un phénomène communicatif, optez pour le rire. Quoi qu'il en soit, il faut démarrer fort. Et ça, c'est notre dernier point. La première minute est toujours décisive. En résumé, dynamiser, synthétiser, répéter, vulgariser, parler de soi, humour, la première minute est décisive. C'est noté, on passe au chapitre 2. Si vous avez des questions, n'hésitez évidemment pas à nous les poser. Nous y répondrons juste après l'émission en direct. Et on a tout prévu. On va maintenant aborder le sujet de la préparation à la prise de parole. D'ailleurs, ça va mieux toi parce que tout à l'heure... De quoi, moi, tout à l'heure? Ouais Ben, je suis à la bourre mais j'arrive. T'attends avant de t'habiller pour le tournage parce que je veux vérifier. Bon, ben, ça va, elle est gentille, elle. Hé, regarde, c'est pas la classe, ça? Pas besoin de... Non mais, t'es pas sérieux? Tu vas pas t'habiller comme ça? Quoi? Règle numéro 1 en matière de prise de parole. Adapter sa tenue vestimentaire au contexte. Et là, mais je suis désolée, mais on part pas en concert avec les Gypsy Kings. Ok, allez Ben, c'est parti pour les répétitions. Eh ben, merci d'être venu. Un webinar. Oh la vache, il y a du boulot quoi. Règle numéro 2 en matière de prise de parole. Bien soigner son entrée en scène, ne pas se figer, gérer sa respiration, contrôler sa gestuelle, bien regarder l'auditoire, éviter les « utiliser le silence à bon escient, parce qu'un silence, ça peut toujours être utile, et surveiller son débit de parole. Le bon rythme, c'est à peu près 160 mots par minute. Ben, c'est vachement précis. Continue de répéter, toi. Oui, répéter, il faut répéter. Alors, comment tu me trouves? T'es au top, Caro. Et Ben, il en est où? Bah attends, je sais pas, je vais voir. Attends, il ouvre. Écoute, je le sens plus trop là, franchement, le tournage, Caro. Oh, il est en stress. Ah, il est en stress, vraiment. Tu sais, ressentir du stress, en vrai, c'est normal et c'est même plutôt sain. Faut vraiment pas te bloquer, Benjamin. Il n'y a pas de recette miracle. Attends, tu sais, on est tous différents. Là, maintenant, il faut que tu focalises ton attention sur l'instant présent. Tu as bien bossé tes messages et la manière dont tu vas les faire passer. Et en plus, on a répété je sais pas combien de fois. Alors, respire un grand coup et tu vas voir, ça va le faire. C'est la règle numéro 3. Et c'est pas la moins importante. Et vous, qu'est-ce qui vous angoisse lors d'une prise de parole? N'hésitez pas à partager vos expériences sur notre chat live. Et je vous rassure, Benjamin va beaucoup mieux depuis ce matin. Je confirme. Allez, c'est parti pour le chapitre 3.
Le soutien visuel, quand on prend la parole, c'est parfois une planche de salut. Pourquoi ? Et parce que les soutiens visuels dynamisent, orientent la compréhension et facilitent la mémorisation. C'est la règle des 10-65. Sans support visuel, 72 heures après avoir assisté à une présentation, l'auditoire ne retiendra que 10% des informations reçues, contre 65% si votre prise de parole a été soutenue par une illustration, un chiffre, un mot-clé. On va donc vous parler de slides et de vidéos. Et d'ailleurs, on commence par quoi alors ? On se fait ça à Shifumi. Shifumi. J'ai gagné. On commence par les films. Allez, vas-y, chouchou, envoie les questions. Du film ou de moi, qui va parler de quoi ? On choisit jamais de faire un film au hasard. Les meilleures raisons de faire un film ? Pour transmettre une émotion, pour diffuser efficacement un message complexe, pour immerger vos collaborateurs, pour valoriser votre audience en la mettant à l'image, pour présenter des témoignages multiples. Dans un film, ce qui devait être long peut être synthétisé et ce qui devait être court peut durer. Ce qui va me permettre d'évoquer la légende tenace des 2 minutes d'attention. Vous vous souvenez d'Einstein ? Et de sa théorie de la relativité ? Non mais 2 minutes d'attention, sérieusement ? Tout dépend de l'intérêt qu'on porte à ce qu'on regarde. Et qu'est-ce qui maintient notre attention ? Les émotions, la stimulation intellectuelle ou sensorielle, en d'autres termes, le divertissement. Moralité, si vous choisissez le bon format pour votre film, sa durée n'a pas d'importance. Allez, vas-y, question suivante. Storytelling ou fil rouge ? Pour les formats narratifs longs, le storytelling est souvent la meilleure solution, puisqu'il aide au maintien de l'intérêt de l'audience. Ceci étant dit, pour chaque sujet, il y a des formats plus pertinents que d'autres. La question est donc moins de savoir si on veut privilégier le storytelling ou un fil rouge, que de déterminer quel sera le format adéquat aux propos qu'on veut partager. D'abord le format, puis ensuite la méthode. Alors, pastille, reportage, documentaire, motion design, cartoon, la liste est absolument infinie. De la différence entre ce qui est léger et ce qui ne l'est pas. Ah, on parlait de format. Le format, sa priorité, c'est d'être adapté au contenu. Typiquement, ce film-là, celui que vous êtes en train de regarder, on aurait pu choisir de le tourner sur un fond vert, d'incruster un plateau télé, de mettre des lumières partout. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait fait ça si ça ne servait pas à notre propos ? La mise en scène est au service de votre intention. Ça a l'air de rien, mais c'est déterminant pour transmettre le bon message à votre audience. D'ailleurs, on ne s'habille pas de la même façon pour un entretien d'embauche ou pour aller à la pêche. C'est la même chose. Et c'est capital parce que si votre format a le pouvoir de décupler l'impact de votre propos, il a aussi celui de le mettre en échec. Ouais. Des films, oui, mais à quel rythme ? Au rythme nécessaire à la dynamisation de votre événement. L'ennui de votre audience, c'est votre pire ennemi. Les contenus audiovisuels ont cet avantage. Notre a priori envers eux est positif. Et on se réjouit avant même de les voir, parce qu'on sait que leur nature, c'est de nous divertir. Et par-dessus le marché, peut-on apprendre du contenu d'un divertissement ? Oui. Peut-on retenir le contenu d'un divertissement ? Absolument. Donc il n'y a aucune raison de se restreindre. Oui, enfin, c'est quand même aussi une question de budget. Et tiens, mais d'ailleurs, qu'est-ce qui leur arrive en fait à tous ces films une fois qu'ils ont été diffusés ? On travaille à une solution pour évidemment les réutiliser. Gilles, viens voir. Ok, je crois que le moment est venu de parler des slides. T'en penses quoi de celui-là ? C'est lisible. Et celui-là ? Ça, c'est beaucoup trop chargé. Et celui-là ? Ça, c'est moche. Merci beaucoup, Gilles. On va remédier à ça en 3 points. Commençons par le commencement. Tout d'abord, une idée se résume en 1 ou 2 mots. Et une slide ne partage qu'une seule idée. Pour faciliter la mémorisation, il faut bannir la complexité. Il faut limiter le contenu de votre slide à un minimum d'informations fortes d'un maximum d'impact. À défaut, vous aurez un maximum d'infos pour un minimum d'impact. Ça serait bête. Pour avoir un impact fort, il faut que vos slides soient percutantes. Elles doivent absolument s'imprimer dans la mémoire visuelle. Et qu'est-ce qui est le plus efficace ? Ah tiens, à propos de visuel, s'il vous plaît, respectez la charte graphique. Sinon, votre événement, ça va être l'exposition des travaux du cours d'art plastique des 5e B. On veut de la cohérence, j'insiste bien, on veut de la cohérence. Ah, et enfin, les animations. Mais c'est très bien les animations, ça donne de la vie et on aime ce qui donne de la vie. Mais on aime aussi la sobriété. Alors ne confondez surtout pas divertissement et distraction. Divertir, c'est permettre à l'auditoire de mémoriser sans avoir à fournir d'efforts. Distraire, c'est le détourner de ce à quoi il doit vraiment s'intéresser. En résumé, tout doit être pensé, évalué, estimé.
y compris la présence d'éventuelles animations. Ce n'est pas un détail. Et quelqu'un peut dire au monteur de se calmer là? Elle sert à quoi cette animation? Et si vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir ensemble, alors n'hésitez pas. Pour conclure ce rendez-vous, sachez que FC2, PHB et Mondial Events, les agences de notre groupe, ont toutes les trois catalysé les problématiques communes à tous nos clients afin de préparer des solutions clés en main. Ces solutions n'attendent que vous pour être exploitées. Pour autant, et parce que chaque demande est différente, chacune de nos recommandations l'est aussi. Le sur-mesure fait partie de vos besoins. C'est pourquoi il fait également partie de notre savoir-faire. En fait, la meilleure chose à faire, c'est de nous contacter. Et à propos de nous contacter, le direct va bientôt commencer. Bah, du coup, on y va les gars, merci beaucoup. Merci. Bonjour, à nouveau, je suis heureux de vous retrouver pour répondre en direct à vos questions dans notre studio. Notre studio qui a été entièrement personnalisé pour nos besoins, aussi bien en termes de décor qu'en termes de technique. Je fais face à 3 caméras, j'ai des écrans de retour. Et derrière cette cloison, il y a 6 personnes qui sont menées de main de maître par Lucille. Ce studio donc, a quelque chose de très spécial parce qu'il est installé au cœur du pavillon Le Doyen. Le pavillon Le Doyen, c'est un restaurant, c'est 3 restaurants en un seul endroit qui cumulent 6 étoiles au Michelin et dont nous allons découvrir l'emplacement qui se trouve en bas des Champs-Élysées, derrière le Petit Palais, dans un vrai écrin de verdure. Voilà, aujourd'hui, la météo est tout à fait parisienne. Néanmoins, vous voyez la qualité de l'environnement ainsi que de l'endroit où nous nous trouvons. Et ce studio, il est installé jusqu'au mois de septembre et vous pourrez y réserver vos événements et pour y diffuser vos messages ou les enregistrer comme nous sommes en train de le faire. Dans cet écrin donc, tout à fait exceptionnel, nous sommes reçus par Yannick Aleno, le chef multi-étoilé, qui nous fait le plaisir de nous recevoir pour notre émission. Nous partageons, ce qui fait que notre partenariat, nous partageons avec lui la valeur de l'excellence, chef si vous voulez bien. Nous partageons avec lui une chose fondamentale, c'est le souci permanent de l'excellence. Nous recherchons également à créer des expériences extrêmement mémorables, chacun pour nos clients. Et c'est souvent que nous nous retrouvons sur des événements en commun. Et merci de nous accueillir chez vous, dans ce studio fabriqué pour l'occasion. Et j'ai envie de vous demander, vous êtes souvent amené à prendre la parole en public. Est-ce que vous avez une recette pour vous préparer ? Eh bien, la recette, il est impératif vraiment de se préparer. Je pense que pour avoir fait plusieurs interventions de droite et de gauche, il est vraiment hyper important de se préparer pour la bonne et simple raison, c'est qu'aujourd'hui, tout est média. Et je pense qu'il faut être vraiment à l'affût de toute l'image que vous allez véhiculer. Donc, il faut bien se préparer. Ensuite, la méthode, c'est généralement, je mets 3-4 mots sur une feuille de papier et qui me rappellent la ligne de conduite à tenir. Et j'essaye de jamais en dériver. Voilà. Merci beaucoup. Merci encore de nous accueillir aujourd'hui dans ce magnifique endroit qui est un outil de travail exceptionnel que nous mettons à disposition de nos clients communs. Nous allons maintenant, merci à vous, nous allons maintenant passer à la partie questions de cette émission. Est-ce que Lucille, tu peux nous envoyer les questions, s'il te plaît ? Donc, on a une première question de Laurence qui dit que quand elle est stressée, elle a tendance à parler trop vite pour se débarrasser. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas une façon de montrer son stress ? Ça, je crois que c'est une question pour Caroline. Alors oui, c'est une façon de montrer son stress. Il faut vraiment se poser, comme je l'expliquais un petit peu dans le film qu'on a tourné avec Benjamin. Il faut vraiment poser sa voix, respirer. Au plus on va aller vite, au plus on va communiquer justement son stress. Donc, il faut surtout bien répéter, ça je le répéterai justement jamais assez, il faut bien répéter dans sa cuisine, s'enregistrer, se regarder et ne pas aller vite et surtout articuler. Voilà. Nous avons une question sur le temps que nous avons mis à préparer cette émission.
Caroline, Benjamin, ouais. J'y vais. Eh bien, on a mis 2-3 semaines dans ce cas précis. Et en général, mieux on est préparé avant un tournage de cette ampleur et moins le tournage prend du temps. Ça marche un petit peu comme ça. Voilà, donc on vous conseille quand même de vous y prendre entre 4 et 6 semaines. Tout dépend évidemment des contenus que vous avez à produire et de la complexité de vos messages. On a encore une question sur est-ce que l'humour n'est pas un risque de se louper, voire de se ridiculiser, Benjamin? Mais ça fait partie du plaisir. je plaisante, bien sûr. En fait, tout est un risque de se louper à partir du moment où on prend la parole en public. Je ne crois pas que l'humour soit un risque de plus. Je crois juste qu'il doit être évalué peut-être différemment. Parce qu'effectivement, tout le monde ne partage pas le même humour. Donc ça, on le sait. Mais encore une fois, le rire, c'est quelque chose de communicatif. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Il faut juste bien le préparer en amont et faire attention à ce qu'on va faire. C'est délicat, quoi. La gestion du timing est compliquée pendant les événements. Quelles seraient les règles à respecter? Les règles à respecter, déjà 2 configurations. Si j'ai un animateur ou pas. Généralement, l'animateur, c'est un petit peu lui qui a les clés du temps, qui va réussir à recadrer les gens qui sont sur scène ou en plateau. Et après, sinon, je vais encore le répéter, il faut répéter. Au plus on répète, au plus on peut gérer son temps. Voilà, j'ajouterais juste que c'est exactement pour cette raison que nous avons, entre autres, que nous avons fait un film pour ce webinaire. C'est comme on a tous les 3 tendance à être bavards, ça permet de maîtriser les temps de parole. Une autre question, est-ce que tout le monde peut prendre la parole en public? Ah oui, tout le monde, enfin pour moi en tout cas, je pense que tout le monde peut prendre la parole en public. On m'a souvent dit « Oh, je ne vais pas y arriver, je suis un grand timide ». Bon, je n'ai pas rencontré beaucoup de grands timides dans ma vie. Je pense que surtout, on a peur de se mettre en scène. On va se dire, est-ce que je suis bon? Ce n'est pas la bonne chose qu'il faut se dire. Il faut surtout se dire, est-ce que mon message va bien passer? Du coup, il faut être un peu un outil à travers son message. Et surtout, je vais encore le dire, il faut répéter. Angélique nous demande combien de temps il faut pour rédiger un storytelling. Ça dépend toujours du contenu. C'est-à-dire que, voilà, ça dépend. Ça fait longtemps que je n'avais pas dit, ça dépend. Pour rédiger un storytelling, ça veut dire qu'a priori, on a beaucoup de contenu, parce que c'est pour ça qu'on a besoin de lui, c'est pour des formats narratifs plus longs. Ensuite, effectivement, je suis obligé de dire ça dépend, parce que autant ça peut être fait très très rapidement pour, on va dire, des propos qui ne sont pas particulièrement complexes, où on veut juste avoir une histoire, on veut juste avoir un petit peu de rebondissement, un peu de suspense, un peu choper les gens. Si le contenu n'est pas complexe, ça peut aller vite. À partir du moment où il y a beaucoup d'éléments qui s'imbriquent les uns dans les autres et qu'on doit choisir ce qui va constituer l'élément perturbateur, ce qui va constituer les péripéties, ce qui va constituer… Là, on peut dire que c'est un peu plus long. Donc, si je dois évaluer vraiment le temps, ça va être très difficile parce que… Voilà, vous venez de comprendre pourquoi nous avons enregistré cette émission. Comptez environ une semaine. Il est efficace, quoi. Des tips ou des conseils pour bien répéter, Caroline? Alors, des tips ou des conseils pour bien répéter. On répète le matin devant son miroir, on répète dans sa voiture, on répète dans sa cuisine. On a la chance d'avoir aujourd'hui des smartphones, donc on peut s'enregistrer. Donc du coup, c'est bien aussi de voir l'image qu'on véhicule, les petits défauts de langage, si on utilise bien sa gestuelle. Donc voilà, mais il faut vraiment, ça j'insiste, hein, ça fait 4 questions que je dis répéter. Ben oui, il faut répéter. Voilà, alors Sandrine nous demande si on va pouvoir voir l'émission en replay, bien sûr, y compris cette partie avec les questions. Et à la fin de ce live, nous enchaînons sur un Instagram live sur les comptes des agences FC2, PHB et Mandal Events pour découvrir ce lieu de manière complète avec Anaïs derrière la caméra. Quel format vous imaginez pour présenter la digitalisation de notre entreprise? Ça dépend. Ça dépend. J'ai une réponse à vous donner, c'est contactez-nous. Ça sera plus simple, nous en discuterons. Nous avons des solutions adaptées à beaucoup de problématiques. Et en tout cas, l'idée, c'est c'est du travail. Il n'y a pas de mystère, on n'a pas de réponse toute faite sur ces sujets-là. Combien de personnes possibles dans le studio en même temps? Le studio fait une quinzaine de mètres carrés. Donc, on a quand même eu des problématiques de distanciation en ce moment. On va dire 5 ou 6. Mais l'idée étant d'avoir des produits vidéo très rythmés, l'idéal est de les faire défiler, bien sûr, dans le studio et de ne pas forcément avoir une brochette de gens qui ne font rien. Exactement. Peut-on avoir d'autres formats que le discours si nous ne sommes pas vraiment à l'aise en public? Oui, mais oui.
C'est pour ça qu'on livre enfin pas certains discours, mais certains contenus à des films, en fait. C'est qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être partagées entre divers formats, que ce soit effectivement les interventions, pour le coup, portées par les gens, ou les formats vidéo. Et dans les formats vidéo, il y a énormément de choses. Partir sur du motion design, voilà. sur du cartoon, enfin, il y a des milliards de possibilités. Des milliards, j'exagère, mais il y a beaucoup de possibilités. Sur du reportage. Là aussi, Axel, il y a une chose à prendre en compte, c'est votre audience, ses habitudes et le temps qu'ils sont prêts à y consacrer et le média par lequel vous diffusez vos messages, que ce soit live, en ligne. Comme vient de dire Caroline, il y a plein de solutions. Il y en a beaucoup de solutions. C'est évidemment une question de temps de préparation et de budget là aussi. Bernard nous demande, est-ce qu'il faut prévoir plusieurs séances de coaching ? Ça dépend. C'est pour Caroline. Oui, mais attendez, ça dépend. Tu voulais mon Oui, ça non, dépend. mais ça dépend de chaque personne. Généralement, je fais toujours une réunion préalable avec la personne qui doit être coachée. Et par rapport à déjà ce qu'elle a pu faire, je peux voir avec elle si on part sur 1, 2, 3, voire plus de jours. Voilà, Ça, c'est pareil, c'est du cas par cas. Hein. C'est du cas par cas, mais la règle, c'est minimum 2. C'est une répétition hors scène, enfin en dehors du contexte de prise de parole, pour s'approprier les mots et éventuellement modifier le discours, et une répétition dans la situation réelle pour là travailler sur la gestuelle, la position, le regard vers la caméra et autres. Donc c'est au minimum 2 séances de coaching, on va dire, pour donner une règle générale. Comment améliorer la modulation de sa voix lorsqu'elle est monotone ? Ah ben pareil, c'est du coaching, hein, ça passe vraiment, il faut se mettre sur son papier, on écrit plus ou moins son texte, on se met des petits slash, on voit les mots sur lesquels on doit accentuer, il y a toute une rythmique, en fait c'est une musicalité qu'il faut essayer d'avoir et c'est toujours pareil pour bien porter son message. Mais c'est de l'entraînement, c'est toujours pareil et il faut se faire, si on n'a pas l'habitude, il faut se faire aider. Et du coup, j'en profite pour vous dire ça. Mais j'ajouterais qu'il y a le sens quand même, parce qu'en fait, typiquement le ça dépend là, sur lequel on rigole depuis tout à l'heure, si je le contextualise, je vais peut-être devoir dire ça dépend, je vais peut-être devoir dire ça dépend, je vais peut-être devoir dire mais ça dépend. Voilà, et c'est pas du tout la même intention parce que le sens n'est pas le même selon qu'on le dise d'une manière ou d'une autre manière. Actor Studio Power. Nadia nous demande si avec la digitalisation, comment s'apercevoir que nous perdons l'attention de notre audience. Alors, on travaille beaucoup en amont, et j'espère que c'est ressorti de notre travail, à ne pas la perdre en préparant nos interventions de manière la plus rythmée et dynamique possible. Ensuite, l'avantage digital, c'est qu'on monitore très très bien, évidemment, le nombre de connexions, le volume de connexions. Vous êtes en ce moment un peu plus de 250 et on le suit en temps réel. Ensuite, nous n'avons pas aujourd'hui utilisé d'outils d'interactivité vraiment en vous envoyant des questions, des sondages. Mais ça, c'est un bon moyen de maintenir l'attention et surtout de la mesurer. Si sur 250 personnes connectées, quand vous envoyez une question, ils sont 12 à vous répondre en 3 minutes, c'est que vous avez un problème d'attention. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur des sujets, sur des formats qui sont engageants. Quel outil recommandez-vous pour les vidéos ? De la part de Ben. Quel outil ? Très joli prénom, Ben. Quel outil ? Des caméras, je vais dire. Non, on va traduire par quel format est-il souhaitable pour les vidéos. Là aussi, la gamme est très large et il faut que ce soit au service d'abord de l'attention de l'audience et de son engagement et ensuite de vos messages, bien sûr. Donc, il n'y a pas de réponse toute faite à cette question. Un brief au numéro que vous présente Caroline. L'audience n'est-elle pas au centre de... Alors, excusez-moi, une partie de la question est cachée. Donc, hop. C'est les aléas du direct, ça. Elle n'est plus cachée, je crois. N'est-elle pas au centre de la prise de parole ? Si, bien sûr, l'audience est au centre de la prise de parole. Ça a été la partie 2, la deuxième partie du chapitre 1. Bien sûr, l'audience est au centre de la prise de parole. Toute la problématique étant d'adapter le message à cette audience. Donc, ce n'est pas l'audience en tant que telle, c'est l'émetteur, le message et l'audience. C'est ce trio qu'il faut sans cesse organiser. Et quand je dis l'émetteur, ça peut être les émetteurs. Entre un vrai public et un webinar, la relation n'est pas la même. Quels conseils pouvez-vous nous donner pour réussir l'exercice de la prise de parole en mode digital ? Du rythme, du rythme, du rythme. D'abord, un format initialement court. On voit qu'on ne peut pas rester ensemble plus d'une heure, ce qui est un vrai exploit pour des bavards comme nous pouvons l'être. Et ensuite, il faut du rythme, du rythme, du rythme. Et c'est pour ça qu'on construit ensemble avec vous
les prises de parole, parce que ce rythme, malgré tout, doit servir à la transmission de vos messages et ne pas en atténuer la portée. Avez-vous des conseils lorsqu'il est nécessaire de s'approprier un message? Si c'est dans l'attitude, oui. En fait, il y a deux éléments. Le premier, c'est quand on prend la parole en public, essayer de ne pas trop s'éloigner de ce qu'on est, pour de vrai dans la vie. Ça veut dire se dire que notre personnage mis en scène, c'est une extension de nous-mêmes, et qu'en vérité, entre nous qui jouons la comédie, voilà, qui se situerait ici, et nous qui ne jouons pas la comédie, qui se situerait ici, et ben une fois mis dans la situation de la prise de parole publique, on est là, quoi. On reste dans son spectre, c'est la première chose. Ensuite, s'approprier le message, ben, c'est d'abord exploiter ça, parce que c'est avec la personnalité que vous avez vraiment que vous allez porter le message le plus simplement possible et le plus naturellement possible. Et ensuite, ça dépend évidemment, ça dépend au passage, de la nature du message, qui fait que si c'est un message, on parlait de ce qui est léger et ce qui n'est pas dans le film, si c'est un message léger, ça va vous donner un indicateur de ton. Si c'est quelque chose qui est très sérieux, ça va vous donner un autre indicateur de ton. Monsieur Galibouze de Niort demande comment peut-on masquer son stress? On le masque, ça ne se masque pas un stress, ça s'apprivoise. Donc c'est du travail en amont, c'est de la respiration, c'est se dire qu'en face de nous, généralement, on a des gens plutôt bienveillants. Quand on prend la parole devant ses collaborateurs ou devant ses camarades. L'idée, c'est, voilà, je suis là, je suis mon propre spectacle, je ne vais pas me mettre de stress, je suis là pour délivrer un message qui est important, et je travaille sur ma gestuelle, sur ma respiration, sur ma diction, et le stress s'en va. Mais pareil, on est aussi sur des phases de coaching en amont. Sylvain nous demande si demain ils sont contraints de faire leur plénière annuelle en webinar, quelle durée maximum? Là, à nouveau, il n'y a pas de réponse type à cette question, ça dépend de votre audience et des messages que vous souhaitez délivrer. On peut imaginer que si ce sont des messages difficiles et lourds, il va falloir en adapter bien sûr le format et prendre le temps nécessaire à ce qu'il soit assimilé et expliqué à l'audience. Et si ces messages sont importants, l'audience restera attentive tout au long de leur délivrance. Si c'est plus léger, fun et interactif, évidemment, on pourra faire plus court. Mais si vous avez bien écouté Benjamin, on est capable de rester 2 heures assis dans un fauteuil à regarder un film. Donc il n'y a pas de raison de ne pas réussir à faire la même chose. Doit-on regarder la caméra forcément lorsque l'on fait une présentation sur Teams ou peut-on se contenter de regarder notre écran afin de voir le visage de nos interlocuteurs? Alors, il est toujours conseillé de regarder la caméra. Toujours. Mais bon. Parce que c'est